Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Eva Julien Maki et je suis la responsable de l'équipe de l'épreuve collaborative des Olympiades nationales de la chimie. On se retrouve aujourd'hui au lycée d'Arsonval dans lequel où se déroulent les Olympiades. Afin de mieux cerner et comprendre les attentes du jury face à cette épreuve collaborative, nous avons décidé avec mon équipe de vous tourner une vidéo type, modèle de ce qu'on pourrait attendre de vous le jour de l'épreuve. Alors bien évidemment, ce n'est pas une vidéo qu'il faut reproduire à l'identique, de toute façon, c'est jamais le même sujet tous les ans. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on attend de vous en termes de présentation claire, de PowerPoint clair, de collaboration entre vous, de répartition du temps de parole. D'accord? Je n'en dis pas plus et je laisse donc place à mon équipe pour cette présentation. Merci à tous et bon visionnage. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'épreuve collaborative des Olympiades nationales de chimie 2021, notre trinôme, constitué de Marion, Romain et moi-même, Marc, va vous présenter ses travaux sur la thématique « La chimie dans la ville ». Plus précisément, nous allons nous intéresser à une thématique qui nous concerne tous, qui est la thématique du graffiti, puisque le graffiti peut être à la fois une œuvre d'art, mais également source de vandalisme. Dans le cadre de cet exposé, nous allons plus précisément nous intéresser à ce rôle dans le vandalisme à travers la pollution d'un monument bien connu de tous. Le monument qui nous intéresse aujourd'hui est le Mur pour la paix. C'est un monument connu de beaucoup de Parisiens qui se situe en face de la Tour Eiffel. Il est constitué d'une grande plaque de verre sur laquelle sont écrites des déclarations de paix dans toutes les langues. Malheureusement, ce monument a été vandalisé. Il a été recouvert entièrement de peinture, sûrement issue d'une bombe de peinture. Nous allons, au cours de cet exposé, nous intéresser dans un premier temps aux différents constituants d'une bombe de peinture ainsi qu'à leur rôle. Et enfin, comment nettoyer ce mur pour la paix en réalisant une étude comparative sur les différents moyens à notre disposition. Dans un premier temps, il est nécessaire de comprendre la constitution d'une bombe de peinture et le rôle des différents constituants. Un des constituants essentiels d'une peinture est notamment le pigment, puisque c'est lui qui va donner la coloration à la peinture. Il existe différents types de pigments, les pigments inorganiques, composés à majorité de métaux, et les pigments organiques, composés de systèmes conjugués. On trouve également dans une bombe de peinture les solvants, qui eux vont permettre justement la suspension des pigments et de créer une sorte de solution. On va également avoir les matières à charge qui, elles, vont donner une texture à la peinture, donc vont lui donner son onctuosité et faciliter son application. Enfin, les liants, eux, vont stabiliser les pigments et les matières à charge au sein du solvant et permettre aussi de faire tenir la peinture sur la surface que l'on souhaite peindre. On va trouver dans une bombe de peinture les gaz propulseurs qui, eux, vont être nécessaires à l'application de la peinture puisque les gaz propulseurs vont projeter toute la quantité des pigments, solvants, etc. sur la surface à peindre. On peut trouver également en très petite quantité des additifs qui, eux, sont nécessaires pour donner des propriétés particulières à la peinture, telles qu'une résistance aux UV, une résistance thermique ou encore des effets antifongiques. Donc la bombe de peinture que nous allons étudier est une bombe de la marque Renolac. C'est une peinture blanche qui contient 400 ml de peinture. Le dioxyde de titane qui ici va jouer le rôle de pigment, donc il va conférer sa couleur blanche à la peinture. Nous avons ensuite les solvants, l'acétone, l'acétate de butyle, le xylène et l'eau qui vont permettre de solubiliser le pigment. On trouve ensuite les liants, des polymères, donc la résine PMMA et le nitrate de cellulose. Le silicate de magnésium va jouer le rôle de matière à charge. L'hydroxyde d'antophénol, elle est en toute petite quantité, donc on peut en déduire qu'elle va jouer le rôle d'additif. Et enfin, nous avons le propane et le butane qui vont jouer le rôle de gaz propulseur. Donc, tous ces constituants vont se retrouver au sein de la bombe de peinture sous trois phases. Une phase solide qui contient le pigment, les liants et la matière à charge. Une phase liquide avec les solvants et l'additif. Et enfin, une phase gaz avec les gaz propulseurs et les vapeurs de solvant. Avant l'agitation, tout ceci constitue un système hétérogène avec trois phases. Après agitation, grâce au rôle de la bille qui permet d'optimiser le mélange, on obtient un système homogène. C'est ce système homogène qui va être projeté sur le mur. Les gaz propulseurs vont se dissiper, les solvants vont s'évaporer, il va donc rester sur le mur le pigment, le liant et les additifs. Et c'est donc une bombe de peinture de ce type qui a été utilisée pour détériorer le mur de la paix. Alors, après avoir compris l'utilisation d'une bombe de peinture, nous allons nous intéresser maintenant au nettoyage de ce mur pour la paix. Il faut déjà qu'on se replace dans le contexte. Le mur pour la paix, comme je vous l'ai dit précédemment, est une longue paroi de verre qui fait 16 mètres sur 9 mètres, qui donne une surface globale de 144 mètres carrés. On a supposé dans notre exposé que la totalité
de la surface du mur pour la baie était recouverte, donc 144 m² recouvert entièrement de peinture. Une bombe de peinture, donc de 400 grammes, est nécessaire pour couvrir 2 m² de surface. Il faut tenir compte de ce que nous a dit Marion précédemment, c'est que ce n'est pas la totalité de ce qui est présent dans la bombe de peinture qui va se retrouver sur la surface. Effectivement, tout ce qui est gaz propulseur et solvant vont disparaître après l'application, et donc on va retrouver environ 16% de la constitution de la bombe de peinture sur la surface, ce qui correspond pour une bombe de 400 grammes à peu près 64 grammes de peinture sur la surface. En faisant ce petit calcul assez simple, en tenant compte de la surface de 144 m² et des 64 grammes déposés pour 2 m², on se retrouve avec une totalité de peinture sur ces murs pour la paix de 4,608 kg. Et donc 4,608 kg à éliminer pour pouvoir nettoyer ce mur. Alors, 2 possibilités peuvent nous être fournies pour ce nettoyage. Une première possibilité plutôt abrasive. Donc on va chercher à frotter très très fort pour casser de manière mécanique les clusters de liant et donc justement libérer les pigments et pouvoir nettoyer beaucoup plus facilement la peinture. La deuxième méthode pour éliminer les graffitis, l'utilisation de solvants, donc méthode plus chimique, va s'intéresser ici au choix de 3 solvants, le dichlorométhane, un solvant halogéné, l'attèque d'éthyle qui est un ester hydroxylé, et enfin un solvant plus connu, l'acétone, un dérivé carbonylé. Nous avons donc choisi de défendre chacun ces 3 solvants en se basant sur différents critères, la toxicité, l'inflammabilité, l'odeur, est-ce que sa production est respectueuse de l'environnement et leur coût pour nettoyer la surface. Je vais d'abord représenter le dichlorométhane. C'est un solvant qui a le grand avantage d'être peu inflammable et il présente une très bonne solubilisation de la peinture. La peinture y est soluble à 90 grammes par litre. D'après les calculs que Romain a présentés, il nous faudrait donc 51,2 litres pour pouvoir nettoyer la peinture, ce qui revient à un coût de 134,6 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Par ailleurs, le dichlorométhane présente l'avantage d'être non miscible avec l'eau et donc ça va faciliter le traitement par la suite des eaux usées. Merci beaucoup Marion, c'est bien joué tout ça, mais par contre le dichlorométhane a un très gros problème, à savoir qu'il est extrêmement toxique. Il est tellement toxique d'ailleurs que sa production ne fait globalement que décroître depuis 1995, comme le montre le graphe ici. Pourquoi cette production décroît? C'est tout simplement parce que le dichlorométhane est maintenant interdit dans certains pays, ce qui rend son utilisation totalement impossible. Pour ma part, je vous présente un solvant beaucoup plus sympathique, le lactate d'éthyle. Le lactate d'éthyle est un solvant beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il est biosourcé. Il est du coup peu toxique. Il présente aussi l'avantage d'être peu inflammable, comme le montrent les données qui nous étaient données dans le document 4. Il présente aussi l'avantage d'avoir une bonne solubilisation de la peinture, ce qui en fait vraiment un solvant de choix dans le cadre du problème ciblé. En revanche, dans l'énoncé du problème, on ne nous précise pas le coût du lactate d'éthyle. En revanche, nous avons un document qui nous décrit la manière dont il est obtenu. Il est obtenu par une réaction d'estérification qui est présentée ici. Cette réaction d'estérification met en jeu l'acide lactique, qui est une molécule biosourcée et donc peu onéreuse, qui réagit avec l'éthanol, un solvant très commun, en présence d'une catalyse acide qui est jouée par l'acide sulfurique dans le cadre de la réaction donnée dans le problème, et qui conduit donc au lactate d'éthyle et également à une molécule d'eau. Cette réaction, dans le cadre du problème, est déplacée grâce à l'utilisation du biodiesel qui va permettre de déplacer l'équilibre vers la formation du lactate d'éthyle qui est le produit désiré. Ainsi, pour évaluer le coût du lactate d'éthyle afin de nettoyer le mur de la PEP, il va donc falloir évaluer les coûts de chacune de ces espèces et des charges liées à cette synthèse. Nous avons tout naturellement décidé de commencer par évaluer le coût des matières premières. Il y a 4 réactifs qui sont utilisés dans cette synthèse, l'éthanol, l'acide lactique, l'acide sulfurique et le biodiesel. Dans le cadre des 3 premières espèces, on nous indiquait les masses dans l'énoncé. Nous avons commencé par calculer les volumes en utilisant les densités. Une fois que nous avions ces volumes, nous pouvions alors estimer leur coût en utilisant les prix qui nous étaient indiqués, à savoir 7 € pour 1 litre dans le cas de l'éthanol, 26 € pour 2,5 litres dans le cas de l'acide lactique, 5,7 € pour 1 litre dans le cas de l'acide sulfurique, ce qui nous a permis d'obtenir les valeurs suivantes. On voit bien d'ailleurs que l'acide sulfurique est la valeur la plus faible, ce qui est complètement normal, c'est un catalyseur de la réaction. Dans le cas du biodiesel, le problème est un petit peu différent puisque le biodiesel nous est
avec un prix à la tonne. Par conséquent, on peut directement utiliser la masse de biodiesel utilisée, à savoir 24 grammes. Et en utilisant le prix qui est de 600 € à la tonne, on obtient une valeur de 0,014 €. Au coût de ces matières premières va s'ajouter le coût des charges. Il y a deux charges dans le cas de ce problème, l'électricité et l'eau. Ces charges interviennent dans les différentes étapes de cette synthèse, à savoir d'une part la réaction de synthèse en elle-même, mais également l'étape de purification qui est réalisée ici par distillation. En ce qui concerne l'électricité, ce coût intervient dans ces deux étapes, à savoir 2 heures de réaction et 45 minutes, soit 0,75 heures pour la distillation, qui utilise un chauffe-ballon avec une puissance de 150 watts, et avec le prix qui nous est donné pour l'électricité au kilowattheure, on obtient un coût de 0,06 €. Dans le cadre de l'eau, on a exactement la même durée d'expérience, à savoir 2 heures de synthèse et 0,75 heures de purification. Et on utilise cette fois-ci le débit du réfrigérant à eau qui nous est indiqué comme étant de 150 litres par heure. Et avec le prix, on obtient une valeur de 1,644 €. Ainsi, si on fait la somme de ces différents postes, on obtient un coût global de 2,636 €. Ces 2,636 € correspondent au coût du lactate d'éthyle que l'on a produit par synthèse. Pour savoir combien est-ce qu'on en a produit, on va tout d'abord chercher à déterminer sa quantité de matière. L'énoncé indique clairement que le réactif limitant est le lactate d'éthyle, puisqu'il est utilisé dans un ratio 1 pour 3,3, où 3,3 est la quantité d'éthanol. L'acide lactique étant limitant, on peut calculer la quantité de matière de lactate d'éthyle en utilisant le rendement divisé par 100, multiplié par la quantité d'acide lactique, ce qui nous conduit à une quantité de 0,326 millimoles. Enfin, on peut calculer le volume en utilisant tout simplement le rapport de la masse sur la masse volumique, ce qui nous conduit à un volume de 37,4 millilitres. Au global, si on fait la synthèse de ces deux points, on obtient donc 2,636 € pour 37,4 millilitres. Et donc, si on parle au litre, il faut avoir des grandeurs un peu plus parlantes, on obtient un prix tout à fait raisonnable d'à peine 70,5 € pour 1 litre de lactate d'éthyle. Merci beaucoup pour ce calcul, Marc, mais je pense que tu oublies un petit détail, c'est que nous n'avons pas besoin d'uniquement 1 litre de lactate d'éthyle pour le nettoyage du mur de la paix. Et si on se souvient un peu de ce que j'avais donné juste avant, on a 4,6 kg de peinture sur ce mur. En tenant compte de la solubilité qui reste quand même un peu plus faible que le dichlorométhane de 15 grammes par litre, on arrive à une quantité de 307,2 litres pour nettoyer ce mur, ce qui correspond, avec mes petits calculs, à un prix d'à peu près 21 658 €, ce qui reste exorbitant par rapport aux autres alternatives qui nous sont proposées, et notamment celles que je vais vous donner tout de suite. Donc l'acétone constitue notre troisième choix pour le nettoyage du mur pour la paix. Donc il faut savoir que lui, il possède une solubilisation bien meilleure que le lactate d'éthyle, qui est de 25 grammes par litre, donc supérieur au lactate, mais légèrement inférieur au dichlorométhane. Ce qui est intéressant ici, c'est son faible coût au litre. On a besoin peut-être d'en utiliser un peu plus, mais le coût est contrebalancé, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de 230,4 litres pour le nettoyage du mur pour la paix, ce qui correspond à peu près à un coût de 455 €. Le coût de l'acétone est certes faible, mais Romain, tu oublies de nous parler d'un critère important, c'est l'inflammabilité de l'acétone qui rend donc son utilisation très difficile. Donc si je comprends bien, c'est à moi que revient la délicate tâche de trancher entre nos trois solvants. Pour ça, je vais regarder critère par critère afin de déterminer quel est le solvant le plus adapté. En termes de toxicité, le dichlorométhane apparaît comme le moins favorable. En termes d'inflammabilité, c'est l'acétone, elle, qui est le plus inflammable. Lactate d'éthyle a une odeur désagréable, certes, mais comme le mur de la paix est situé en extérieur, cela ne posera pas de problème. Par contre, présente l'avantage d'être le seul solvant biosourcé parmi ces trois solvants. Et enfin, le prix du lactate d'éthyle est assez élevé, mais il faudrait calculer le prix réel à l'échelle industrielle pour pouvoir conclure proprement. Donc nous, finalement, notre choix s'est porté sur le lactate d'éthyle, car c'est le seul solvant biosourcé et qui n'endommagerait pas le mur de la paix. Merci pour votre attention. Merci Marion, Marc et Romain pour cette belle présentation. Nous venons donc de voir que l'art et la paix n'ont pas de prix. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre un petit peu mieux les attentes du jury par rapport à cette épreuve collaborative. Je répète encore une fois, c'est une vidéo modèle, ce n'est pas à reproduire à l'identique, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qu'on attend de vous en termes de présentation, PowerPoint, discours, interaction entre vous.
Il me reste donc à vous souhaiter une très bonne préparation pour ces Olympiades nationales de la chimie et je vous dis à bientôt.